Bonjour à tous, je suis Didier Manson. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux voitures, aux conseils auto et aux histoires du monde automobile. Merci de me rejoindre, c'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que beaucoup de conducteurs préfèrent ignorer jusqu'au jour où ils se retrouvent bloqués au bord de la route, le remorquage de voitures. Et croyez-moi, ce n'est pas seulement une histoire de câbles, de dépanneuses et de factures à payer à la fin. Un mauvais remorquage peut abîmer une boîte de vitesse, déformer un pare-choc, provoquer un accident, compliquer une déclaration d'assurance ou transformer une simple panne en grosse galère. Alors restez bien avec moi jusqu'au bout parce que je vais vous expliquer comment réagir au bon moment, comment éviter les pièges, comment parler au dépanneur, comment préparer votre voiture et surtout comment ne pas faire l'erreur que je vois encore trop souvent, vouloir aller vite, improviser et payer beaucoup plus cher ensuite. Quand on parle de remorquage, il faut d'abord comprendre que tout commence avant même l'arrivée du camion. Le moment critique, c'est celui où la voiture tombe en panne, refuse de redémarrer, affiche un voyant inquiétant, fume, vibre, perd du liquide ou devient impossible à conduire en sécurité. Dans cette situation, mon premier réflexe n'est jamais de chercher immédiatement à tirer le véhicule n'importe comment. Mon premier réflexe, c'est de sécuriser les personnes. Une voiture se remplace, un moteur se répare, mais une seconde d'inattention sur une bande d'arrêt d'urgence ou dans un virage mal visible peut avoir des conséquences dramatiques. Si je peux encore déplacer le véhicule sans danger, même sur quelques mètres, je le place le plus à droite possible, loin de la circulation, avec les feux de détresse allumés. Je coupe le moteur si une odeur de brûlé, de carburant ou de liquide chaud se fait sentir. Et je ne reste jamais assis tranquillement au volant en attendant que quelqu'un vienne m'aider. Je fais sortir les passagers du côté opposé à la circulation. Je les mets derrière la glissière quand il y en a une et je garde en tête qu'un conducteur distrait peut arriver beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. Ensuite seulement, je pense au remorquage. La première grande question à se poser, c'est simple. Est-ce que la voiture peut rouler un tout petit peu ou est-ce qu'elle doit impérativement être chargée sur un plateau ? Beaucoup de conducteurs pensent qu'une voiture en panne peut toujours être tirée avec une barre ou un câble, mais c'est faux. Sur les véhicules modernes, entre les boîtes automatiques, les transmissions intégrales, les voitures électriques, les hybrides, les directions assistées, les freins assistés et les systèmes électroniques, un remorquage mal choisi peut coûter très cher. Si la boîte de vitesse est automatique et que les roues motrices restent au sol pendant trop longtemps, certaines mécaniques peuvent souffrir. Si la voiture est une 4 roues motrices permanente, tirer 2 roues au sol et 2 roues levées peut créer des contraintes dans la transmission. Si c'est une électrique, il faut respecter le mode transport, le frein de parking électrique, les consignes de déverrouillage et parfois la procédure prévue par le constructeur. C'est pour cela que, quand je ne suis pas certain, je préfère demander un plateau plutôt que de jouer au mécanicien héroïque sur le bord de la route. Le plateau est souvent la solution la plus propre, la plus sûre et la plus universelle, même si elle paraît plus impressionnante. Il permet de transporter la voiture sans faire tourner les roues, sans solliciter la transmission et sans ajouter de kilomètres mécaniques à un véhicule déjà fragile. Mais attention, même avec un plateau, il y a des choses à surveiller. La voiture doit être chargée dans l'axe, les rampes doivent être adaptées à la garde au sol, surtout si le véhicule est sportif, rabaissé ou équipé d'un bouclier avant fragile, et les points d'arrimage doivent être choisis correctement. Je n'aime pas voir une voiture attachée au hasard par une jante, un bras de suspension ou une pièce qui n'est pas faite pour encaisser une traction. Un bon professionnel sait où passer les sangles, comment répartir la tension et comment éviter qu'une sangle frotte sur une carrosserie ou une durite. Moi, quand ma voiture monte sur un plateau, je reste attentif sans gêner le dépanneur. Je regarde, je pose des questions calmement et je vérifie que la voiture n'est pas tirée brutalement si les roues sont bloquées. Une voiture avec un frein de parking électrique coincé, une boîte bloquée sur parking ou une direction verrouillée ne se manipule pas comme une petite citadine à boîte manuelle au point mort. Avant l'arrivée du dépanneur, il faut aussi préparer les informations. C'est là que beaucoup perdent du temps. Quand j'appelle une assistance ou un service de dépannage, je donne l'emplacement le plus précis possible, pas seulement le nom d'une route vague. Je cherche une borne, une sortie, une aire, un point kilométrique, un nom de rue, un parking, un commerce voisin, où j'utilise la localisation du téléphone. Ensuite, je décris le véhicule clairement. Marque, modèle, motorisation si je la connais, type de transmission, boîte manuelle ou automatique, 4 roues motrices ou non, poids approximatif si c'est un utilitaire, et surtout l'état du véhicule. Est-ce qu'il démarre? Est-ce qu'il roule? Est-ce que les roues tournent?
Est-ce que la direction est libre? Est-ce qu'une roue est arrachée, crevée ou bloquée? Est-ce qu'il y a eu un choc? Est-ce que la voiture est dans un parking souterrain avec une hauteur limitée? Cette dernière question est capitale, parce qu'une dépanneuse classique ne peut pas toujours entrer dans un parking bas. Dans ce cas, il faut parfois un véhicule spécial, des chariots de déplacement ou une intervention plus délicate. Plus je donne d'informations dès le départ, plus j'évite qu'un camion inadapté arrive, reparte et me fasse perdre 1 heure. Il y a aussi la question de l'assurance et de l'assistance. Avant de paniquer et d'appeler le premier numéro trouvé sur Internet, je regarde si mon contrat prévoit une assistance dépannage remorquage. Beaucoup de conducteurs paient déjà ce service sans vraiment le savoir, dans leur assurance auto, dans une extension, dans une garantie constructeur, avec une carte bancaire premium ou via un contrat d'entretien. Ce qui compte, c'est de comprendre les conditions. Distance minimale du domicile, plafond de prise en charge, destination autorisée, choix du garage, véhicule de remplacement, frais de gardiennage, taxi ou rapatriement des passagers. Je ne dis pas qu'il faut lire 50 pages sur le bord de la route avec le stress et la pluie, mais avoir le numéro d'assistance enregistré dans son téléphone, c'est une petite préparation qui peut sauver la journée. Quand l'assistance organise le remorquage, elle travaille souvent avec un réseau de dépanneurs agréés, ce qui évite les mauvaises surprises sur le tarif. Quand je dois appeler un dépanneur moi-même, je demande toujours une estimation claire avant l'intervention. Frais de déplacement, prise en charge, kilométrage, tarif de nuit, tarif week-end, coût du stockage si la voiture reste sur parc et coût éventuel d'une seconde livraison vers un garage choisi plus tard. Je préfère une conversation un peu directe avant qu'un camion arrive plutôt qu'une discussion tendue au moment de payer. Un autre point essentiel, c'est la destination du remorquage. Beaucoup de gens disent simplement « emmenez-la au garage le plus proche ». Parfois c'est logique, notamment si la voiture ne peut pas rester sur place ou si l'urgence est de libérer la route. Mais parfois, le garage le plus proche n'est pas le meilleur choix. Si la voiture est sous garantie, si elle est électrique, si c'est un modèle rare, si elle demande un diagnostic constructeur ou si je connais un mécanicien de confiance, je réfléchis avant de donner l'adresse. Un remorquage vers un garage mal choisi peut entraîner un deuxième remorquage ensuite, donc 2 factures, 2 délais, 2 risques de manipulation. Je demande aussi si le garage est ouvert, s'il accepte le véhicule, s'il peut le stationner et si les clés peuvent être déposées dans une boîte sécurisée en dehors des horaires. Une voiture déposée devant un portail fermé sans accord, ce n'est jamais idéal. Il peut y avoir un problème de responsabilité, un risque de vol, des frais de stationnement ou simplement une voiture qui reste 2 jours dehors avant que quelqu'un ne s'en occupe. Le remorquage, ce n'est pas juste déplacer un objet, c'est organiser la suite de la réparation. Parlons maintenant du remorquage entre particuliers, parce que c'est là que les erreurs deviennent fréquentes. Je sais que l'idée est tentante. Un ami a une voiture puissante, on trouve une corde dans le coffre, on accroche ça quelque part, on met les warnings et on se dit que 2 km, ce n'est rien. Sauf que 2 km peuvent suffire pour casser quelque chose ou créer une situation dangereuse. Une corde souple peut provoquer des à-coups. Le conducteur de la voiture remorquée doit freiner sans assistance moteur si le moteur est éteint, la direction peut être lourde, la visibilité peut être mauvaise et le moindre freinage brusque peut faire monter la tension entre les 2 véhicules. Si on utilise une barre de remorquage homologuée et que les conditions locales l'autorisent, c'est déjà plus stable qu'un câble, mais cela reste une solution de dépannage très limitée, à basse vitesse, sur courte distance, avec 2 conducteurs attentifs et une communication claire. Personnellement, je considère que tirer une voiture moderne avec un autre véhicule doit rester une option exceptionnelle, jamais une solution de confort. Je vérifie toujours le manuel du véhicule parce que certains constructeurs interdisent ou limitent fortement cette pratique. Je m'assure que le point de remorquage est bien le crochet prévu pour cela, souvent vissé dans un logement caché derrière un petit cache sur le pare-choc, et jamais un élément de suspension, un triangle, une traverse fragile ou un anneau décoratif. Le crochet de remorquage n'est pas un accessoire qu'on découvre le jour de la panne. Il faut savoir où il est rangé, souvent avec la roue de secours ou le kit anti-crevaison, et comment le visser complètement. Un crochet mal vissé peut s'arracher sous tension et devenir un projectile dangereux. Si la voiture est remorquée roue au sol, je mets le contact dans la position qui déverrouille la direction. Je place la boîte au point mort quand c'est autorisé, je desserre le frein de parking et je garde le pied prêt à freiner.
Mais je le répète, cela dépend du véhicule, et avec une boîte automatique, une hybride, une électrique ou une transmission intégrale, il vaut mieux ne pas improviser. Les voitures électriques méritent une attention particulière parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses et qu'elles ne se remorquent pas toujours comme les anciennes voitures thermiques. Sur beaucoup de modèles, faire tourner les roues peut entraîner le moteur électrique et générer de l'énergie dans des conditions non prévues si le système n'est pas configuré correctement. Il peut y avoir un mode transport, un mode remorquage, une procédure pour désactiver le frein de parking automatique et parfois une batterie basse tension à maintenir alimentée pour permettre le passage au point mort. Si la batterie principale est vide, le problème n'est pas toujours seulement de trouver une prise. Il faut parfois que le dépanneur sache manipuler le véhicule sans l'endommager. Je fais donc très attention à donner le modèle exact et à demander un dépanneur équipé pour les électriques. Une voiture électrique immobilisée dans un parking, avec les roues bloquées et une batterie basse tension faible, peut devenir un vrai casse-tête si l'intervenant n'a pas les bons outils. Même chose pour les hybrides rechargeables et certaines voitures très récentes avec freinage automatique, verrouillage électronique de boîte ou suspension pneumatique. La technologie apporte du confort, mais elle demande aussi de la méthode quand quelque chose se passe mal. Il faut aussi parler des pannes qui ressemblent à des pannes, mais qui ne demandent pas forcément un remorquage complet. Une batterie 12 volts déchargée, une roue crevée, une erreur de carburant, une clé enfermée dans l'habitacle, un véhicule embourbé, un voyant qui s'allume sans perte de puissance, ce sont des situations très différentes. Si la batterie est simplement faible, un booster peut suffire, mais il faut brancher correctement et respecter les points prévus, surtout sur les véhicules modernes. Si le pneu est crevé et que la voiture a une roue de secours, on peut parfois repartir, mais seulement si on sait la monter en sécurité et si l'endroit n'expose pas à la circulation. Je ne change jamais une roue côté route sur une voie rapide, juste pour économiser un dépannage. Si le véhicule est embourbé, il ne faut pas tirer n'importe où avec des gestes brutaux, parce qu'on peut arracher un pare-choc ou endommager un soubassement. Si un voyant moteur s'allume mais que la voiture roule encore, je fais la différence entre un voyant orange stable, qui invite à contrôler rapidement, et un voyant rouge, une surchauffe, une pression d'huile, une perte de freinage ou une fumée importante, qui impose l'arrêt immédiat. Le remorquage n'est pas toujours la première réponse, mais quand la sécurité mécanique n'est plus garantie, il devient la meilleure décision. J'aime aussi rappeler que le coût d'un remorquage n'est pas seulement le prix du trajet. Le tarif dépend de l'heure, du lieu, de la distance, du type de véhicule, de l'accessibilité, de la difficulté de chargement, de l'urgence et parfois des frais administratifs ou de gardiennage. Une petite voiture en panne devant une maison en pleine journée ne représente pas la même intervention qu'un SUV automatique bloqué dans un parking souterrain un dimanche soir. Sur autoroute ou voie réglementée, l'intervention peut être encadrée différemment, avec des dépanneurs habilités et des tarifs spécifiques selon les situations. C'est pour cela que je conseille toujours de garder son calme et de passer par les canaux adaptés plutôt que de chercher un arrangement approximatif. Si le véhicule gêne la circulation ou se trouve dans une zone dangereuse, la priorité est de le faire enlever rapidement par les bons professionnels. En revanche, dès que la situation est sécurisée, je demande des informations claires et je garde les documents, facture, nom de l'entreprise, heure d'intervention, destination, état apparent du véhicule au moment de la prise en charge. Cela peut servir pour l'assurance, pour une réclamation ou simplement pour suivre le dossier. Avant que la voiture soit déplacée, je prends des photos. Ce n'est pas par méfiance systématique, c'est par prudence. Je photographie l'extérieur, les roues, les pare-chocs, la position du véhicule, le tableau de bord si des voyants sont allumés, le kilométrage et les dégâts déjà visibles s'il y a eu un accident. Si la voiture est chargée sur un plateau, je peux aussi photographier l'arrimage une fois terminé. Ces photos ne prennent que quelques secondes et elles évitent les discussions floues ensuite. Je retire aussi les objets importants de l'habitacle si je ne sais pas où la voiture va dormir. Papier personnel, ordinateur, sac, badge de parking, télécommande, lunettes, documents confidentiels. Je laisse évidemment ce qui est nécessaire au garage, comme la clé et parfois les papiers du véhicule si on me les demande. Mais je ne transforme pas ma voiture immobilisée en casier de stockage ouvert à tous. Concernant les clés, je m'assure de savoir qui les garde,
comment elles seront transmises au garage et à quel nom le véhicule sera déposé. Une clé perdue pendant un dépannage, surtout sur une voiture moderne, peut devenir une dépense énorme et un délai supplémentaire. Quand le dépanneur arrive, l'attitude compte beaucoup. Je reste poli, précis et disponible. Le professionnel arrive parfois après une longue journée, sous la pluie, dans le bruit, avec des automobilistes impatients autour de lui. Je lui explique les symptômes, je lui dis ce que j'ai déjà tenté, je précise si la voiture a été accidentée ou si un élément est fragile. Je ne cache pas une erreur de carburant, je ne cache pas que j'ai roulé avec un bruit métallique pendant 10 km, je ne cache pas que la boîte est bloquée. Plus le dépanneur sait la vérité, mieux il travaille. En même temps, je ne lui laisse pas faire n'importe quoi si je vois un risque évident. Il y a une différence entre respecter le professionnel et abandonner tout contrôle. Je peux demander: est-ce que vous allez la mettre sur plateau? Est-ce que les roues motrices vont rester au sol? Où allez-vous accrocher le treuil? Est-ce que ce point est prévu par le constructeur? Un bon dépanneur répondra sans se vexer parce qu'il sait que la voiture représente une valeur importante pour son propriétaire. Après le remorquage, le travail n'est pas terminé. Une fois la voiture déposée au garage ou à l'endroit choisi, je confirme sa réception. Si le garage est ouvert, je donne les informations de panne à la personne qui va établir l'ordre de réparation. Je précise que le véhicule a été remorqué, je décris les symptômes avant l'arrêt et je demande qu'aucune réparation coûteuse ne soit lancée sans devis ou accord. Si le véhicule est déposé en dehors des horaires, j'envoie un message ou un email avec les détails, le kilométrage approximatif, le problème observé, le nom du dépanneur et mes coordonnées. Cela évite que le garage découvre une voiture sans contexte le lendemain matin. Je contacte ensuite l'assurance ou l'assistance si ce n'est pas déjà fait et je vérifie ce qui sera remboursé. Je conserve la facture du remorquage même si je pense ne pas en avoir besoin. Les petites négligences administratives coûtent souvent plus cher que prévu. Si la panne est liée à un accident, je ne mélange pas tout. Il y a le remorquage, le constat, l'expertise, le choix du réparateur, la prise en charge et éventuellement le véhicule de remplacement. Le remorquage n'est qu'une étape, mais une étape qui peut influencer toute la suite du dossier. Je veux aussi insister sur la prévention, parce que le meilleur remorquage est celui qu'on évite. Je sais que personne n'aime entendre cela, mais beaucoup d'immobilisations arrivent après des signaux ignorés. Une batterie qui faiblit depuis plusieurs matins, un pneu qui perd lentement de la pression, une courroie qui couine, une température moteur qui monte, un voyant qui apparaît puis disparaît, une boîte qui donne des à-coups, un bruit de roulement, une odeur de carburant, tout cela mérite attention. Dans mon coffre, j'aime avoir au minimum un gilet de sécurité, une lampe, des gants, un chargeur de téléphone, le numéro d'assistance et les informations de mon contrat. Je vérifie aussi que le crochet de remorquage est présent après l'achat d'une voiture d'occasion. C'est un détail, mais le jour où il manque, on le regrette. Je conseille aussi de connaître le type de boîte et de transmission de sa voiture. Beaucoup de conducteurs ne savent pas si leur véhicule est traction, propulsion ou transmission intégrale. Et pourtant, cette information peut orienter la méthode de dépannage. Quand on possède une voiture basse, sportive, ancienne, rare ou électrique, il est encore plus important d'anticiper. Une simple note dans le téléphone avec les consignes de remorquage du manuel peut être très utile sous stress. Le remorquage touche aussi à la responsabilité. Quand je confie ma voiture à un professionnel, il y a une chaîne de responsabilité, une facture, une entreprise identifiée et normalement une assurance professionnelle. Quand je demande à un ami de me tirer avec sa voiture, tout devient plus flou. Si le câble casse, si la voiture remorquée percute le véhicule tracteur, si un tiers est touché, si la transmission casse, qui paie? L'amitié n'est pas un contrat d'assurance. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais aider quelqu'un, mais il faut comprendre le risque. Parfois, la meilleure aide qu'on puisse offrir, c'est rester avec la personne en sécurité, l'aider à appeler l'assistance, prêter un téléphone chargé, apporter un gilet ou conduire les passagers à l'abri. Tirer la voiture soi-même n'est pas toujours le geste le plus intelligent. On confond souvent solidarité et improvisation. La vraie solidarité, c'est éviter d'aggraver la situation. Il faut également se méfier des dépannages improvisés trouvés dans l'urgence, surtout lorsqu'on est stressé, loin de chez soi ou dans une grande ville.
Je ne donne pas ma voiture à quelqu'un qui ne peut pas clairement s'identifier, qui refuse de donner un tarif, qui insiste pour être payé uniquement d'une manière étrange ou qui veut emmener le véhicule vers un lieu que je ne comprends pas. Un dépanneur sérieux a un véhicule identifiable, une méthode, des documents et il accepte d'expliquer ce qu'il fait. Si je passe par mon assurance, je note le numéro de dossier. Si je passe par un professionnel choisi directement, je demande le nom de l'entreprise et une facture. Dans le monde automobile, la majorité des professionnels travaillent correctement, mais l'urgence est toujours un terrain favorable aux mauvaises décisions. Le stress fait signer trop vite, payer trop vite, accepter trop vite, respirer, sécuriser, vérifier, puis décider. C'est cette discipline qui fait la différence entre une panne maîtrisée et une aventure interminable. Quand je raconte tout cela, je ne veux pas faire peur. Au contraire, je veux rendre le remorquage moins mystérieux. Une voiture immobilisée, c'est désagréable, mais ce n'est pas forcément une catastrophe si on suit la bonne logique. On sécurise les personnes, on identifie la situation, on choisit la méthode adaptée, on contacte les bons interlocuteurs, on prépare le véhicule, on surveille le chargement, on garde les preuves et on organise la réparation. Dans la tête, ça doit devenir une séquence claire. Le danger vient du chaos. Quelqu'un klaxonne, la pluie tombe, le téléphone n'a presque plus de batterie, un passager panique, le voyant clignote, et on veut régler le problème en 5 minutes. C'est précisément dans ces moments-là qu'il faut ralentir mentalement. Le remorquage est une opération technique, mais aussi une opération de sang-froid. Les meilleurs conducteurs ne sont pas ceux qui n'ont jamais de panne, ce sont ceux qui savent quoi faire quand la panne arrive. Pour terminer, je veux vous laisser avec une image très simple. Imaginez votre voiture sur le bord de la route. Vous avez 2 scénarios. Dans le premier, vous improvisez, vous accrochez une corde au mauvais endroit, vous tirez trop vite, vous forcez une boîte automatique, vous oubliez les photos, vous déposez la voiture devant un garage fermé et le lendemain vous découvrez une facture, un doute et peut-être un dégât supplémentaire. Dans le deuxième, vous sécurisez les passagers, vous appelez le bon service, vous donnez les bonnes informations, vous choisissez un plateau si nécessaire, vous demandez le tarif, vous photographiez l'état du véhicule, vous confirmez la destination, vous transmettez les symptômes au garage et vous gardez une trace de tout. La panne est la même, mais le résultat n'a rien à voir. C'est exactement pour ça que je voulais consacrer cette vidéo au remorquage. Ce sujet paraît banal jusqu'au jour où il vous concerne, et ce jour-là, chaque détail compte. Moi, Didier Manson, ce que je veux sur cette chaîne, c'est que vous aimiez les voitures, bien sûr, mais aussi que vous sachiez les protéger, les comprendre et prendre les bonnes décisions quand elles vous mettent à l'épreuve. Alors la prochaine fois que vous voyez une dépanneuse, ne la regardez pas seulement comme le symbole d'une mauvaise journée. Regardez-la comme un outil qui, bien utilisé, peut sauver votre voiture, votre sécurité, votre budget et votre tranquillité. Et si cette vidéo peut vous éviter ne serait-ce qu'une mauvaise manipulation, un remorquage trop cher, un garage mal choisi ou une transmission abîmée, alors elle aura vraiment servi à quelque chose.